Bonjour. Bon, on va parler de Gaza, ce qui se passe, de l'Ukraine, du Soudan et Venezuela et un peu partout ce qui se passe, surtout aux États-Unis, qui risque de tout changer. La donne qui se passe aux États-Unis, surtout le retournement d'une grande partie de MAGA, surtout chez les jeunes, on dit 40%, et ça va crescendo, qui se retourne contre Trump, qui, au lieu de poursuivre son programme de America First, a viré vers Israel First et il lui reproche cela. Et l'élection de Mamdani comme maire de New York et Trump le menaçait de l'investir par les forces spéciales New York et d'arrêter le financement. Et il l'a invité à la Maison Blanche et il a dit que c'est un grand homme, sera un bon maire, on va l'aider. Donc des revirements qui déboussolent tout le monde. Donc à Gaza, il y a un plan de 20 qui est arrivé à 21 points peut-être et qui devrait aboutir à la création d'État d'Israël ou un processus. Mais Israël le refuse et a continué les bombardements. Elle veut à tout prix saboter. Et puis, pour eux, c'est le désarmement de Hamas et du djihad islamique et des factions et de la résistance. C'est ça qui les hante. C'est ça tout leur programme. Tout ce qu'ils font avec le Liban ou avec la Syrie ou avec la Palestine, que ce soit la Cisjordanie ou Gaza, c'est le désarmement complet et mettre toute la région sous sa botte. Donc, quels que soient les accords qu'ils vont signer, quels que soient maintenant les États-Unis, elles doivent jouer le jeu. Peut-être que oui, dans leur intérêt et que la paix s'installe dans cette région et qu'ils tirent le monde arabe de leur côté parce que la confrontation avec la Chine est inévitable. D'ailleurs, Trump a dit que la Chine lui a promis qu'ils ne vont pas investir Hong Kong pendant son mandat, mais après son mandat, ce sera chose faite. C'est prévu chez les Chinois en 1927 de reprendre Taïwan. Et c'est ça le grand choc qui sera entre les États-Unis et la Chine. Maintenant, la Russie, sur le terrain, elle a battu à plate couture, mais elle a décimé même l'armée ukrainienne. Et elle va prendre Zaporozhye et peut-être même si ça continue, elle va prendre Odessa, comme on l'a dit, et comme ils l'ont dit eux-mêmes avant, dans leur plan. Donc, Zelensky apparemment est acculé. Il n'a plus de carte, comme lui a dit avant Trump, tu n'as pas de carte en main, mais il ne voulait pas écouter. Maintenant, il a écouté les Anglais, les Européens, l'OTAN, mais c'est surtout les Anglais qui sont derrière tout ça. Lui ont fourni des drones faits en bois qui ne sont pas repérables par les radars qui font le signal des oiseaux, d'après ce qu'a expliqué euh, Scott Ritter. Et voilà, il frappe des raffineries, des points de pétrole, des points névralgiques de pétrole. Mais d'après Scott Ritter, va souvent et qui est même maintenant peut-être en Russie, il a dit que c'était des dégâts mineurs, des dégâts qui peuvent être réparés tout de suite parce que les Russes ont les pièces de rechange, ont toute la technologie, ils n'ont besoin de personne. Il dit que la Russie peut carrément se désoler, couper toute relation avec l'Union européenne, avec les États-Unis, et ça ne change rien dans leur programme de développement. Ils sont prêts à toutes les éventualités. Peut-être ça ne se fera pas au rythme qu'ils veulent, mais ils vont le faire. Parce qu'avec la Chine, maintenant, ils ont remplacé les États-Unis et l'Union européenne. Et les États-Unis rêvent toujours de découpler la Russie et la Chine, alors que c'est un accord stratégique à long terme.
et ont des projets de centaines de milliards avec la Sibérie, avec le gazoduc sibérien, avec toutes entre eux. Maintenant, peut-être ils vont dépasser les relations qu'il y avait entre la Chine et les États-Unis sur le plan commercial, surtout avec la Russie, la Corée du Nord, l'Iran, maintenant l'Inde qui a rejoint, mais qui est dans le BRICS, mais qui était entre deux chevaux, mais maintenant elle est carrément ancrée dans le BRICS et à la Russie. Voilà. Maintenant, notre monde s'est éveillé, c'est les BRICS. Et maintenant, le produit national brut des BRICS dépasse de loin le G7 et ça continue parce que eux, ils montent et le G7, il descend. Tous les pays du G7 sont hyper endettés, à commencer par les États-Unis. 36, 37 trillions, 37 000 milliards de dollars. Et un déficit annuel de 2 milliards qu'a creusé encore Trump, qui est venu pour rehausser l'économie américaine. Maintenant, c'est des guerres. Ils veulent entrer en guerre avec le Venezuela, avec le Nigeria. Trump menace le Nigeria, le Venezuela, l'Iran, et l'Ukraine, il s'est lavé les mains. Il a compris avant les Européens. Voilà. Maintenant, le monde arabe, malheureusement, ils ont encore, ils savent pas sur quel pied danser. Et ils sont tellement ancrés aux États-Unis qu'ils croient encore à la superpuissance américaine, alors qu'ils l'ont prouvé que c'est Israël qui tire les ficelles. Le lobby américain à l'intérieur d'Israël, avec l'AIPAC et les autres lobbies, commande la politique étrangère américaine. Et même malgré tout ce qui sort comme dossier, surtout le dossier Epstein, qui va être une bombe à fragmentation aux États-Unis, beaucoup vont être touchés par cela, beaucoup du Parti démocrate comme du Parti républicain, comme de l'économie, comme des banques, JP Morgan, beaucoup, et qui touchent Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ils ont voté à l'unanimité pour maintenant libérer les dossiers et on va voir qu'est-ce qu'ils vont retrancher, qu'est-ce qu'ils vont brouiller comme piste. Trump veut d'abord libérer pour les démocrates, pour enfoncer les démocrates afin qu'ils sont lisses et que après on commence à stopper, à freiner, rétro-pédaler peut-être. On ne sait pas quel jeu ils vont faire, mais ces dossiers-là, ce sera une, du jamais vu. Et ça va tout bouleverser aux États-Unis. D'ailleurs, le MAGA se fissure. On ne dit pas qu'il se casse, mais il se fissure et ça peut aller plus loin. Avec surtout la montée du jeune de 28 ans, Nick Fuentes, qui sans embâche, avec tout le courage possible, il attaque Israël, il attaque le lobby israélien, il attaque Trump, il attaque la corruption des sénateurs, la corruption du Congrès, des députés, des gouverneurs. Tout est en train de sortir, et surtout chez les jeunes, avec les réseaux sociaux. C'est pour ça que maintenant, Netanyahu lui-même a dit on a une huitième guerre, les médias, les réseaux sociaux. Ils ont poussé des milliardaires juifs à acheter TikTok aux États-Unis parce que c'est TikTok qui est vraiment aujourd'hui la plateforme la plus vue dans le monde. Donc, il achète TikTok États-Unis seulement. Mais la Chine garde une part de 20%. Mais c'est trop tard. La balle est déjà partie. Et il y a d'autres plateformes. Maintenant, il y a des podcasts, les podcasts de Tucker Carlson, les podcasts de Candice Owens. Ils font des millions de vues. Donc aux États-Unis, les jeunes maintenant ne sont plus lobotisés par le lobby israélien, par la Shoah, par l'antisémitisme et tout ce que Israël fait courir depuis des décennies pour embobiner le monde occidental, le seul pays démocrate dans le Proche-Orient
pays de droit, maintenant ils voient comment ils assassinent. Ils assassinent des femmes, des enfants, des hommes, des vieillards, en lâchant des bombes, en les affamant, en les assoiffant, en les privant de nourriture, de médicaments. On frappe les écoles, les hôpitaux. Et ça circule dans les réseaux sociaux. Tout le monde le voit, personne ne peut le nier. Même la Cour pénale internationale a condamné Netanyahou Gallant. La Cour de justice internationale et les affaires courent encore, et encore plus maintenant. La Turquie a lancé un mandat d'arrêt international contre 37 responsables politiques israéliens et à leur tête Netanyahou pour génocide et crimes contre l'humanité à Gaza. La Turquie maintenant s'impose comme un acteur majeur dans le Proche-Orient. Il y a des grands acteurs, l'Égypte, l'Iran, l'Arabie Saoudite et la Turquie. Maintenant, s'ils s'entendent entre eux et qu'ils ont au moins euh, un but commun ou un objectif commun de sauver les Palestiniens et de la création d'un État palestinien, ils y arriveront sans aucun doute. Et Israël ne peut pas tenir contre eux. Mais il manque encore, ça manque. Il n'y a que l'Iran qui est entré en guerre avec. Et puis ils ont avec les Yéménites, les Houthis, les braves Houthis du Yémen, qui sont indomptables, qui ont fait mal à Israël plus que quiconque, et que même les États-Unis se sont enfuis devant eux, alors qu'ils vivent dans des montagnes. Mais quand ils ont la foi déplace les montagnes. Et leurs montagnes sont devenues des forteresses. Et de la sorte, les armes et les missiles qui frappent Israël en plein cœur, à Tel Aviv, à Haïfa, à Eliat. Ils ont fermé le port d'Eliat. L'Iran, en 12 jours, elle a failli décimer Israël. C'est Israël qui est allé aux États-Unis demander vite que les États-Unis interviennent. Il menaçait d'utiliser une bombe nucléaire si les États-Unis n'intervenaient pas. Donc, il était... il n'avait plus le choix. Mais s'il savait, si ça continue, même dans Hezbollah, s'il savait continuer avec Hezbollah, il aurait eu des dégâts irréparables. Mais il arrive à faire intervenir les États-Unis pour obtenir un traité de paix, ou pas un traité de paix, même pour négocier un cessez-le-feu. Et c'est de là qu'ils profitent encore pour avancer leurs pions et pour continuer avec le cessez-le-feu. Ils ligotent leurs adversaires avec les accords et ils continuent leur sale boulot parce qu'ils ne respectent ni les accords, ni les traités, ni le droit international, ni la justice internationale. Et ça se retourne contre eux. On a vu l'opinion du monde entier, surtout chez les jeunes. Et l'avenir, c'est les jeunes. Les vieux vont aller à la retraite, où ils vont être poursuivis pour des corruptions, ou les dossiers sales maintenant de Epstein, ils vont salir la quasi-totalité des dirigeants qu'on voit aujourd'hui. C'est pour ça qu'Israël était au-dessus des lois, parce qu'elle tenait en main des dossiers contre eux. Epstein était un agent du Mossad, donc tout arrivait aux mains du Mossad, et le Mossad donnait au gouvernement d'Israël qui faisait chanter beaucoup de gouvernants. Mais maintenant, ça risque d'éclater en plein jour. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont cacher et qu'est-ce qu'ils vont publier, mais on les suit, et tout le monde doit suivre ça pour comprendre ce qui se passe. Et le Venezuela, ils veulent attaquer le Venezuela, les États-Unis. Bon, ils ont été prévenus par des anciens de la CIA qui connaissent le Venezuela, de l'armée, le colonel McGregor, Larry, de la CIA, qui disent que là-bas, ce sera le Vietnam. Parce qu'il faut descendre par terre. Il faut descendre. Ils n'ont pas une armée de terre capable de tenir là-bas. Ils peuvent frapper par des missiles, ils peuvent bombarder, mais ils ne peuvent pas aller sur terre. Ou ils auront des pièges sur pièges, où il y a des millions de résistants là-bas, des milices, des paramilitaires, des militaires, et qui sont... Personne n'accepte qu'on attaque son pays. Tous, ils vont se liguer derrière Maduro. Même l'opposition, maintenant, si on attaque leur pays, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être avec les agresseurs. Donc ce sera
comme ils l'ont fait en Irak. Ils l'ont attaqué, ils pensaient en quelques jours en finir, et après c'était une guérilla de plusieurs années, et ils ont dû battre en retraite. En Afghanistan, 20 ans ils sont restés. Après ils sont enfuis comme dans une débandade du jamais vu, qui a détruit la crédibilité de l'armée américaine. Maintenant, l'armée américaine sur Terre, elle ne fait plus peur à personne. Dans les airs, oui, les bombardements, missiles, ils peuvent, mais pas sur Terre. Et maintenant, au Venezuela, c'est un pays très très grand, avec 40 millions d'habitants, où là, il faut se battre par terre. Bon, on verra ce qui se passe. L'Ukraine, malheureusement, pour les Ukrainiens, on a toujours dit que la guerre était finie depuis longtemps, mais Zelensky continue à pousser des jeunes dans la rue. On les envoie offrant se faire tuer par jour des centaines de morts. Les Russes, leur stratégie n'est pas de conquérir les terres, mais de décimer l'armée ukrainienne pour dénazification, démilitarisation. Ils ont dit ça depuis le début et c'est leur stratégie jusqu'à maintenant. Donc, ils sont en train de décimer l'armée, donc démilitariser. Et les nazis maintenant qui autour de Zelensky, où ils vont fuir, où ils vont les attraper, ils vont aller les prendre jusqu'à Kiev. Donc maintenant, les États-Unis ont fait un plan en 28 points qu'ils ont présenté pour après les accords d'encourage entre Poutine et Trump. Trump a compris un peu mieux la situation. Il a limogé d'ailleurs son général qu'il a envoyé là-bas chez Zelensky, qui lui donnait des fausses nouvelles apparemment. Et là, il a présenté son plan 28 points et pour laisser la Crimée à la Russie, le Donbass, les 4 oblasts, et puis arrêter la guerre et neutralité absolue de l'Ukraine, mais avec une armée à hauteur de 600 000 maximum, ce que les Russes vont certainement descendre à 100 000 ou 50 000. Et ils sont en train de négocier. Mais entre les États-Unis et la Russie, Zelensky apparemment n'est pas d'accord, les Européens ne seront pas d'accord. Ils vont pousser Zelensky à aller jusqu'au suicide total ou qu'il fuit le pays et il laisse son pays en ruine. Donc il n'y a pas d'autre solution, malheureusement. On verra ce qui se passe. Au Soudan, maintenant, l'armée soudanaise avance avec l'appui aérien de l'aviation égyptienne qui a décimé les troupes de Hamidati. Les Turcs apparemment aussi, des drones. Et il y a des avions inconnus. On pense que c'est turc ou égyptien ou russes, on ne sait pas, parce que les Russes maintenant, ils sont du côté aussi de l'armée. Donc on verra. L'Éthiopie qui voulait attaquer l'Érythrée pour aller jusqu'au port, parce qu'ils ont besoin d'une entrée sur la mer. Je ne sais pas, et peut-être ils ont été freinés dans leur ardeur par les Américains ou par les Russes ou par d'autres puissances. Mais ce n'est pas fini. La Corne de l'Afrique nous réserve des surprises, malheureusement. La Libye, comme d'habitude, divisée en deux. Et maintenant, le Sahel risque de s'embraser avec ce qui se passe au Mali, qui peut faire tache d'huile au Tchad, du Soudan jusqu'au Tchad, Niger et tout cela, parce que la France n'a pas encore dit son dernier mot et le terrorisme a ressurgi là-bas en puissance, puisqu'ils sont en train de couper même à Bamako le ravitaillement en carburant, et manque d'électricité, manque de... Donc j'espère qu'il y aura un tour de table où les puissances mondiales vont s'asseoir et on va faire parler la justice et le droit international pour trouver des solutions. Parce que pour quelques lobbies, le monde est en train de brûler. Et ils sont capables de le faire parce qu'il y a des hygiénistes à la tête qui veulent faire disparaître au moins 2 tiers de la population humaine. Et ils ne le cachent pas, leur plan du milliard d'or. Donc,
J'espère que les populations, surtout les jeunes, vont se réveiller et demander des comptes à leur gouvernement. C'est les gens qui sont dans les rênes du gouvernement aujourd'hui dans presque tous les pays occidentaux sont vraiment non seulement des incompétents, mais qui n'ont aucun sens du patriotisme, qui sont en train de détruire leur pays pour les intérêts des lobbies qui les ont mis en place. Il est temps que tout se démasque et nous l'espérons de toute notre force et de tout notre cœur. À bientôt.